Bonjour, donc moi c'est Caroline Attia et je suis réalisatrice et auteure graphique. J'ai connu Claire, on est rentré Claire ensemble aux Arts Déco, on s'est connus avant en prépa et depuis on collabore pas mal ensemble. Je vais la laisser se présenter aussi. Voilà. Oui, bonjour, donc je suis Claire Grimont, scénariste d'animation et scénariste de transmédia et d'interactivité. Donc j'ai travaillé avec Caroline sur Pirate Millésime, mais je travaille aussi pour des projets comme la SCO 4 qui sont un peu différents et qui sortent un peu plus de l'animation. Il n'y a pas de vraie photo d'elle sur Internet, vous pouvez voir. Je peux trouver. Bonjour, moi c'est Amélie Haro, je suis réalisatrice d'animation. J'ai co-réalisé Les Aventuriers de l'Art Moderne avec Pauline Gaillard. J'ai fait aussi un court-métrage qui s'appelle Mademoiselle Kiki le Montparnasse. Voilà. Bien, c'est bien. Bonjour, moi c'est donc Pauline Gaillard et je suis monteuse de profession, mais également la co-réalisatrice des 3 premiers épisodes de la série, les 3 derniers ayant été co-réalisés avec Valérie Loiseleux. Voilà. Bon, merci pour ces présentations. On commence tout doucement comme ça, mais ça va aller de plus en plus fort. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revoir ensemble un petit peu ce que sont ces 2 œuvres qui sont dans des statuts et dans des époques très différentes de leur vie, car les aventuriers de l'art moderne, ont été, cette série de 6x52 ont déjà été diffusées sur un Arte, alors que Pirate Millésime, on est au stade de projet. Ils sont aussi très différents dans leur essence, leur public, leur approche. Donc on va maintenant venir un peu sur ces 2 projets pour que tout le monde ait de quoi on parle en tête. Donc, présentation des œuvres, très belle slide. Pirate Millésime. Donc je vous laisse en parler, nous raconter un peu ce que c'est que le projet, puis on reviendra un peu sur sa genèse après. Alors, donc Pirate Millésime, c'est une histoire où le trésor n'est plus à trouver, mais à rendre. Les pirates ont trouvé la sirène de jade, un trésor mythique qui s'avère être une enquiquineuse qui s'anime à chaque fois qu'elle entend un juron. Et par-dessus le marché, avec la sirène de jade, ils se sont retrouvés enfermés dans une bouteille géante. Donc c'est ça la malédiction. Pour lever la malédiction, une seule solution, ils doivent ramener le trésor sur l'île aux sirènes. Malheureusement pour eux, cette île flottante se déplace. Donc ça, c'est pour l'univers. Et du coup, au niveau du dispositif transmédia... Donc Pirate Millésime, c'est un projet qui n'est pas cross-média, mais transmédia, c'est-à-dire qu'on l'a développé dès le début sur différents univers. Il y a à la fois une série télé de 52 x 11 minutes, une web-série de 52 x 1 minute, une application qui est un jeu avec des niveaux à collectionner au fur et à mesure de la diffusion des épisodes. Et c'est chacun de ces domaines, en fait, chacun de ces supports, développe un domaine différent de l'univers des pirates. La série, on est vraiment dans l'univers, dans l'aventure. On peut peut-être regarder le petit extrait, puis après on a les 4 endroits du projet. D'accord, très bien. Somewhere on the distant seas, brave pirates seize the siren's treasure. Faster! Fire! The treasure! You never leave the ship. Did they say? Over there! Huh? That's it! Flee before the greatest pirate of... Captain? I think we are stuck in a giant bottle. Lumbering land! Hat off the board, lady. Especially if you're wanting to get it dead. The statue! Throw this overboard! Go! Please! Gentlemen! Again! Where are your men? The curse of the Jade Siren had fallen upon us. Now, can I sing the theme? No! Ooh!
Okay, kids, jump, jump. Let's bring this bad fish back to its island. Hooray! All hands on deck. Looks like we're not out of the woods yet. Donc, Pirate Millésime est une série pour les 6-8 ans. Enfin, pour la série. D'ailleurs, tout le dispositif est pour les 6-8 ans. Donc, dans la série, chaque épisode est bouclé. L'objectif, c'est de trouver l'île aux sirènes. Et à chaque épisode, c'est un peu une quête, une odyssée. Les pirates vont arriver sur une île et devoir reprendre leur chemin pour trouver l'île aux sirènes. Un peu comme Ulysse et l'Odyssée, quelque part. Dans la web-série, pas facile de faire de la piraterie quand on est dans une bouteille géante. Donc c'est 1 minute, c'est très court, et à chaque fois, ils tentent quelque chose pour se débarrasser de la bouteille ou passer à l'abordage, et à chaque fois, ça rate. Par exemple, comment attaquer un bateau quand on est dans une bouteille, en passant tous ensemble par le goulot, en se mettant par-dessus, mais la bouteille roule, donc on va voir tous ces ratés dans la web-série, où là, on va privilégier le gag. Et enfin, dans la partie jeu, qui est liée donc à la série, on va pouvoir prendre le contrôle de la bouteille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant regarde un épisode, il va récupérer un niveau, c'est-à-dire par l'application, l'application écoute l'épisode, le reconnaît, et donc l'enfant récupère le niveau de jeu correspondant. Il va pouvoir comme ça, lui aussi, chercher l'île aux sirènes. Ça, c'est bien, ça oblige les enfants à regarder la télé. Oui, c'est ça. Ça, on apprécie. Chez nous, on apprécie beaucoup. Donc voilà pour la présentation générale. Après, on reviendra sur la genèse et surtout la construction transmédia de Pirate Millésime. On va voir maintenant, vous voulez en parler déjà un peu des aventuriers ou vous voulez qu'on regarde l'extrait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? On lance un extrait? Allez, on est fou. On est complètement fou. C'est des dessins animés. Fêtard joyeux, il est vêtu d'un bleu de chauffe déchiré et de sandales qui ont livré maintes batailles au trottoir. Les papillotes qu'il portait en arrivant de Cracovie ne sont plus qu'un souvenir. La porte de son atelier reste toujours ouverte. Le matin, à partir de 9h, aux modèles qui se succèdent derrière ses toiles. L'après-midi et le soir, aux amis. Frais et les tangos argentins résonnent dans tout l'immeuble. Le phonographe à pavillon n'est jamais en repos. À la rotonde, un soir d'automne, qui signalise une jeune fille de 18 ans portant un chapeau d'homme, une vieille cape rapiécée et des chaussures beaucoup trop grandes pour elle. Elle s'assied auprès de Soutine et lui parle. Kissing l'observe et l'écoute. Cette fille est d'une beauté particulière. Un mélange de goût et de vivacité, une effronterie de langage qu'on retrouve dans ses gestes et ses sourires. Kissing interroge Lyon. Qui est cette nouvelle putain? Kissing demande. Comment gagnez-vous votre vie? Je monte mes nichons à des vieux derrière la gare Montparnasse. 2 francs, regarde, 50 touches, pas plus. La salle étouffe sous les éclats de rire. Quand le calme revient, Kissing engage la jeune fille comme modèle pour une durée de 3 mois. Ainsi commence Alice Prin, surnommée Kiki, puis Kiki de Montparnasse, reine du quartier, porte-bonheur des artistes, figure légendaire et mondialement connue, qui posera pour Fujita, Man Ray, Soutine, Teurin et beaucoup d'autres. Le 3 novembre 1918, Guillaume Apollinaire s'allonge dans sa chambre sous le tableau de Marie Lançin, qui le montre aux côtés de Max Jacob et de Picasso. Jacqueline, sa femme, s'inquiète. Le poète a de la fièvre. Le médecin, envoyé par Jean Cocteau, diagnostique la grippe espagnole.
La maladie est mortelle. Elle vient des États-Unis et a contaminé l'Europe par le corps expéditionnaire. Elle couche les hommes plus vite que la guerre. 25 millions de morts en 2 ans. Sur le chemin des dames, les généraux concluent des trêves pour évacuer ce qu'elle frappe. À Paris, les corbillards se suivent les uns derrière les autres jusqu'au cimetière. Guillaume Apollinaire voit la mort venir. Au fond, il l'a côtoyée chaque jour et jamais n'a la crainte. Ici, la panique s'empare de lui. Il supplie le médecin de le sauver. Il a seulement 38 ans. Il ne veut pas s'en aller si jeune. Il ne comprend pas. Il s'est sorti d'un débris d'obus fiché dans la tête. Il ne va pas crever d'un microbe. Les amis viennent et reviennent. Max Jacob ne le quitte pas. Il y a des fleurs dans la maison. Un ciel gris, plombé par-dessus les toits. Et la mort, 202 boulevard Saint-Germain, ce 9 novembre 1918, à 5 heures du soir. Guillaume Apollinaire est couché sur son lit, revêtu de son uniforme d'officier, le képi près de lui. Avait-il eu le temps d'apprendre la nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans Paris tout au long de cette journée? Le Kaiser a signé son abdication. La guerre va finir. Plus de 8 millions morts, 20 millions blessés. Un poète emporté sous un dé tricolore à Saint-Thomas-d'Aquin, puis au cimetière du Père-Lachaise. Une section du 237e territorial rend les honneurs. L'armistice a été signé, la guerre est finie. Dans la rue, la foule fête la victoire au cri de « Mort à Guillaume ». Le Kaiser bat le poète. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours faut-il m'en souviennent, la joie brille toujours après la peine. Vienne la nuit seule, les jours s'en vont de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos rapaces, les éternels regards ont le silence. Vienne la nuit seule, les jours s'en vont de demain. Bon, on est dans l'émotion là maintenant. On a plombé l'ambiance, c'est ça? Je viens d'apprendre la mort de Guillaume Apollinaire, merci. Alors? En 2 mots, donc la série était le projet d'adaptation des livres de Dan Frank sur la vie des artistes à Paris de 1900 à 1945. Et c'est ce qu'on a fait, voilà, avec un mélange d'archives et d'animation. Voilà. Ok. Amélie. Tu veux que j'enchaîne On va en parler après plus en montrant vos photos et tout ça. C'était juste pour présenter un peu plus pour que tout le monde ait en tête de quoi on parle. Donc là, je crois que c'est bon. On va parler du point suivant. En fait, c'est pourquoi... évidemment, après, ici, tout le monde travaille dans l'animation. Donc on se dit, on fait de l'animation parce qu'on est dedans. Cette espèce de logique interne. Mais il n'y a pas que ça, je pense. C'est-à-dire que là, on va essayer de voir d'abord peut-être pour les pirates autour de la genèse du projet, comment ce choix de l'animation pour ses qualités, ses techniques, ses principes, etc. Donc je vous laisse la parole.
Je vous mets vos slides. Vous me dites quand j'appuie sur suivante. Donc en fait, Pirate Millésime, c'est une collaboration entre moi et Claire. On avait très envie de travailler ensemble depuis l'école, depuis qu'on avait fini les arts déco. Et Claire avait une histoire de pirate qui était d'abord destinée à être une bande dessinée, qu'elle avait fait avec un autre ami à nous, mais qui finalement a décidé de faire un autre projet de pirate. Et un jour, je suis arrivée avec des dessins de pirates. Elle m'avait pitché son idée en lui disant « Tiens, regarde, j'ai fait des pirates, ça pourrait coller avec ton histoire de pirate coincé dans une bouteille. » Et c'est comme ça qu'est parti Pirate Millésime. Moi, on a fait toutes les deux une école, une section animation. Claire ensuite poursuivie en illustration. Et c'était un peu une évidence. Bon, c'est vrai que l'idée de pirate piégé dans une bouteille géante en live, ça nous semblait... On aurait pu le faire, hein, mais ça nous semblait un peu compliqué à mettre en place. Et l'animation a vraiment été tout de suite une évidence par rapport au sujet, par rapport à nos envies. Même si vraiment, à la base, l'idée, c'était de faire à la fois un projet qui puisse à la fois se décliner sur de l'animation et sur un livre numérique, puisque à ce moment-là, Claire était très intéressée par le livre numérique. Et tu veux expliquer pourquoi le livre numérique ? Non, mais on va garder ça pour plus tard, le livre numérique. D'accord. Mais donc là, c'est les premiers dessins que Caroline m'a montrés. Donc du coup, j'avais juste pitché un concept, le concept de la malédiction, de la bouteille. Donc à partir de là, j'ai regardé, j'ai dit bon, bah celui-là c'est Capitaine Small, voici Pinkan, et j'ai commencé à développer les personnages à partir de ces premiers dessins. Et c'était que le début de notre voyage. Tu peux passer. Attention. Là, on voit rien du tout. Non, on voit rien. Ah, on le voit mieux là. En somme, voilà. Je peux lire le tableau. Tu veux lire le tableau? Non. Donc du coup, à partir de là, on est rentré en développement, et un développement, les projets peuvent évoluer beaucoup en développement, d'autant plus que c'était notre premier... Caroline, c'était son deuxième. C'était quand même notre premier projet, vraiment. Donc, il a fallu découvrir les attentes, les contraintes du milieu, tout en conservant nos attentes nos envies. Et nos envies. Donc, sur ce tableau que vous voyez très mal, en haut, il y a les contraintes d'auteur. Merci. En haut, il y a les contraintes d'auteur, ce qu'on se fixe soi-même comme préalable quand on part en développement. C'est-à-dire que là, il y avait, on voulait faire du coup un projet qui allie animation et livre numérique, où les deux soient liés, où chaque élément fonctionne de manière indépendante, mais où tout fonctionne ensemble. Dans nos contraintes personnelles, notre manière de fonctionner, c'était, on fonctionne de manière itérative, en rebond entre les dessins de Caroline et l'histoire qui se construit. Et c'est vrai que de temps en temps, par exemple, j'aime bien laisser ouvert. Je cherchais un méchant pour un épisode, et j'ai juste dit à Caroline, bon, dessine-moi un méchant. Et après, je me suis dit, ce personnage-là, c'est Barbe Bleue, alias Bébé, et en fait, son grand truc, c'est de manger de l'ail pour avoir des super pouvoirs. Donc on a travaillé comme ça en échangeant. Donc après, il a fallu découvrir les autres contraintes du métier. Celle des diffuseurs. C'est-à-dire, on avait déjà intégré, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer d'ailleurs, parce qu'avec la télévision en podcast, cette contrainte-là va disparaître, ou s'atténuer. On avait intégré qu'il fallait que nos épisodes soient bouclés. Ça veut dire que chaque épisode devait avoir une fin en soi. Et qu'il puisse être vu dans n'importe quel ordre aussi, malgré tout. Donc on a quand même un grand but de la série, mais les épisodes fonctionnent indépendamment. Et après, il y a des contraintes qu'on a découvertes en route. Ça veut dire, par exemple, au début, on était parti sur un projet un peu plus âgé, sur du 8-12. Bon, déjà, on s'est rendu compte que notre projet, ça collait pas graphiquement, déjà. Voilà, qu'il valait mieux redescendre. Et en plus, on s'est rendu compte que il y avait quasiment pas d'animation diffusée pour les 8-12 ans à la télévision. Donc, voilà, fort de ces deux points, on a intégré ça pour faire évoluer le projet. Et notre surprise, ça a été les personnages. Oui.
un gros point par rapport au personnage. Au début, on s'était dit, bon, bah, le bateau, c'est le Captain Small. C'est le bateau du Capitaine Small. On était parti sur des pirates adultes. Et très vite, on s'est rendu compte que il n'y avait aucun personnage auquel les enfants pouvaient vraiment s'approprier, auquel ils pouvaient s'identifier. Voilà. Donc, je pense que tu vas pouvoir... Oui, on peut montrer la slide suivante. Donc, voilà. Voilà le tableau vu de plus près. Même encore après, en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai zoomé. Ouais, après, il y a du coup les contraintes projet qui sont en 3, où là, on ajuste par rapport aux décisions qu'on a prises, parce qu'un projet a sa propre dynamique et que finalement, il va gérer ses contraintes. Par exemple, une fois qu'on a décidé de mettre de nouveaux personnages, il a fallu bien sûr réadapter, réécrire. Ce qu'on avait prévenu en transmédia au début, c'était le carnet du Capitaine Small, un livre numérique. Ça a dû devenir le carnet de Teddy. Donc on va montrer juste. C'est lié à l'évolution des personnages. Donc tu peux passer la slide suivante. Ouais. Donc au début, on avait ces personnages-là. On avait le Capitaine Small, Pink Anne et Wood, donc qui était l'équipage, le cœur de l'équipage. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun personnage, il n'y avait pas de personnage enfant en fait auquel les enfants pouvaient s'identifier. Et on a rajeuni, on a gardé le Capitaine Small adulte. Je pense que tu peux passer la slide suivante. Merci. Et on a créé le personnage de Teddy, qui est devenu le personnage principal, qui a détrôné le Capitaine Small. Du coup, les carnets de bord, qui étaient les carnets de bord du Capitaine Small, sont devenus les carnets de bord de Teddy. Mais c'est pas quelque chose qu'on a fait tout de suite, c'est quelque chose qu'on a fait dans un deuxième temps. Et c'est quelque chose qui est une contrainte qui nous est aussi venue de l'extérieur des producteurs, en nous disant, oui, votre projet il est bien, mais votre héros c'est un vieux barbu. C'est Teddy, votre héros. Ça me pose pas de problème particulier. Je pense quand même que les enfants peuvent s'identifier avec un vieux barbu si c'est bien fait. Mais le Père Noël, bon, il y a plein d'histoires avec le Père Noël. Mais donc du coup, ça c'était une contrainte, c'est qu'à un moment, on s'est dit qu'est-ce qui est le plus important pour nous, c'est la malédiction, c'est la dynamique d'équipage. Bon, on va réfléchir à comment intégrer ce personnage enfant pour qu'il ne fasse pas greffer. Oui. Et ça a été compliqué parce qu'il a fallu tout réécrire pratiquement. Et du coup, on a aussi rajeuni le personnage de Pink Anne pour en faire aussi un enfant. On avait envie qu'il y ait dans les personnages principaux qu'il y ait à la fois un duo garçon-fille. Et on a fait un personnage féminin qui est très très fort en caractère. Voilà, donc Pink Anne, elle, c'est une adolescente et c'est elle qui fait régner l'ordre à bord. C'est vis-à-vis d'elle, même le capitaine est dans ses petits souliers. Et Teddy, donc, c'est le neveu du capitaine et lui ne veut pas être pirate, il rêve d'être explorateur, inventeur. Donc, qui va faire beaucoup d'inventions et Pink Anne est chargée de le former à la piraterie, ce qui est compliqué. Voilà. Donc c'est un peu donc l'animation, c'était quand même une évidence par rapport à notre sujet et notre projet. Voilà. Donc ça c'était puisqu'on parlait de la genèse du projet aussi. Vous verrez les autres contraintes plus liées au transmédia plus tard. Voilà. On verra les contraintes liées au transmédia plus tard. Donc on va parler maintenant à vous de nous raconter un peu la genèse. Donc vous parlez, à l'origine il y a le travail de Dan Frank et après. Alors à l'origine c'est un désir de producteur, de productrice plus exactement. Silex, elle est là. J'ai mon pointeur. Donc Silex Film et un projecteur aussi. Judith, tu me diras si tout est bien. Mais donc oui, il s'agit d'une envie de productrice très forte et d'Arte d'adapter, surtout d'adapter les aventures. Je vais m'embourber. Là, je sens que la trilogie la trilogie de Dan Frank, Bohème, Libertad et Minuit. Donc il s'agit de 3 livres qui, comme tu disais tout à l'heure, qui retracent l'histoire des artistes à Paris de 1900 à 1945. Judith, donc notre productrice, l'une de nos productrices, a rencontré Dan à ce moment-là. Et il y a eu déjà un grand travail de réflexion autour de qu'est-ce que cette série et où on veut l'amener. Et Dan n'avait pas forcément envie que ce soit une fiction. Il y avait déjà cette question de mettre de l'archive
on est dans une époque où, certes, il y a de l'archive, mais l'écriture de Dan est tellement incarnée, tellement sur nos personnages, qu'on avait besoin aussi d'un autre outil ou un autre médium pour raconter cette histoire. Donc, il y a déjà eu, avant qu'elle nous trouve, un long processus sur un an et demi de réflexion autour de cette série. Et moi, de mon côté, je venais de finir un court-métrage qui s'appelle Mademoiselle Kikil et Montparnasse, qui parlait d'un modèle à cette période. On voit dans l'extrait qu'on vous a montré, d'ailleurs. Ah bon? Bah, Kiki. Ah oui, oui. Bah, Kiki. Et voilà, moi j'étais déjà dans une démarche d'éclatement du registre de l'animation et voilà, cette question autour de l'archive, comment l'intégrer de manière très très mini-dosée dans le court-métrage. Et j'ai eu la chance que Judith m'appelle à ce moment-là pour me dire, voilà, j'aimerais bien voir ton court-métrage, on m'en a parlé. Donc j'étais ravie, je connaissais le travail de Dan et 2 jours après, Judith était à Angoulême, là où j'habite, avec Dan pour me rencontrer. En fait, tout s'est enchaîné très rapidement et ensuite il a fallu trouver une co-réalisatrice. Voilà, c'est là où je suis arrivée sur le projet. Mais donc effectivement, l'idée c'était de pouvoir raconter ces histoires de ces artistes en mélangeant l'archive et l'animation. L'animation parce que évidemment il n'y a pas d'archives sur Picasso à Montmartre en 1905, ni sur Max Jacob, ni sur tous ces artistes qui vivaient au début du siècle. Et donc l'idée c'était de pouvoir incarner ces histoires. Comme dans les livres de Dan, d'être quand même fidèle à l'esprit des livres de Dan qui racontent vraiment la vie de ces artistes comme des petits romans, quoi, comme des je ne sais pas si vous les avez lus, mais c'est vraiment, ça se lit, c'est vraiment des page-turners, comme on dit en anglais, c'est très croustillant, ça fourmille d'anecdotes, c'est très vivant. C'est pas du tout des livres d'histoire de l'art au sens, je n'ai rien contre les livres d'histoire de l'art, mais voilà, c'est une manière de raconter les artistes très très particulière, et donc il s'agissait d'être fidèle à l'esprit de ces livres et c'est comme ça que Judith a eu cette idée donc de faire appel en premier lieu évidemment à Amélie dont elle avait admiré le travail sur Kiki de Montparnasse et ensuite de faire appel à nous, donc moi dans un premier temps et puis Valérie Loiseleux dans un deuxième temps qui sommes donc des monteuses mais aussi des co-réalisatrices donc de cette série pour trouver un langage mélangeant animation et archives et incarner ces histoires, comme on vous l'a montré dans l'extrait. Et en même temps, il y a quelque chose de très fort, c'est toi comme Valérie, vous êtes des monteuses cinéma et non des monteuses documentaires. Et ça a énormément contribué aussi à la couleur et la manière dont la série allait être montée et... On a aussi monté des documentaires, Valérie et moi, mais c'est vrai qu'on vient du cinéma et donc il y avait chez nous une volonté de fictionnaliser tout ça. Non pas en inventant, mais en essayant de raconter comme dans un film, comme dans un biopic, quoi. Voilà. En fait, quand on regarde les 6 films, on retrouve exactement l'esprit de Dan Frank, c'est-à-dire cet esprit où on dramatise la réalité, on en fait une fiction qui raconte et qui donne à savoir des choses. Donc c'est effectivement une espèce d'inversion sémantique. On part d'un propos qui se veut raconter le réel en passant par l'anecdote, la sensation et enfin... Quand on le voit, on peut se poser la question effectivement de est-ce que c'est vrai ou pas, parce que en fait, et surtout de se demander qu'est-ce qui est vrai ou pas. Et toutes les images, qu'elles soient animées ou archives, on pose la même question en fait. On arrive à un tel doute que en fait après on s'en fiche et surtout on écoute et on regarde l'histoire et on apprend des choses. On peut dire que tout est vrai et que tout est faux. Oui, c'est ça. Tout est vrai historiquement, tout a été validé par une historienne. Ah bon, ça va alors. Je préfère. Voilà. Oui. Et après, nous, on a eu vraiment une partie de jeu où on a complètement manipulé les images, que ce soit la photographie, l'archive, la fiction. Donc, ça a été et le montage, justement, voilà, le montage. C'est quand même aussi une série de montage. Ah oui, c'est du collage. Ouais. Vous voulez que je montre une autre diapo ou pas? Vous n'avez pas fait un tableau? Ah si, il y a un tableau. Il y a un tableau, après on a plusieurs choses. On a ça. Voilà. On parlait de
la genèse, c'est-à-dire vraiment de l'origine, mais après, il y a l'histoire de la... Donc ça, c'est les 6... Ça, c'est les 6 épisodes de 52 minutes. Et ensuite, je voulais voir votre super graphique. Ah, voilà. Oh. Voilà. Ah, là, il est quand même lisible. Hein. Alors, vous voulez faire comme quelqu'un de la météo? Qu'est-ce que vous voulez en dire? Vous vous souvenez de ce schéma ou pas? C'est impossible. C'est impossible à dire. On a du montage, on a de l'animation. Non, moi je l'ai pas, mais en gros, en fait, là, je parle juste du processus d'aller-retour entre Dan, qui donc a écrit les 3 ouvrages et qui est aussi scénariste sur la série. Il s'est auto-adapté pour la série. D'accord. Voilà. Il a fait l'adaptation de ses propres œuvres. Donc, merci Dan. Est-ce que vous voulez parler, je sais pas, parce que peut-être un peu, encore une fois, là, dans tout ce travail, il y a aussi du son, il y a aussi bien sûr. de la voix. Non, mais il y a énormément plein de choses. C'est pour ça, là, j'ai simplifié au maximum juste sur la partie réalisation, écriture. Mais après, effectivement, il y a toute la partie post-prod, musique, animation. Donc Silex a monté un petit studio d'animation avec 7-8 personnes sur 1 an et demi pour fabriquer. Donc c'était vraiment tout petit. Parce que les techniques d'animation sont variées aussi. Oui. Il y avait eu un gros buzz à l'époque sur le générique. Oui. Et puis dans le programme lui-même, il y a plein de techniques différentes. C'est ça. Ben ça faisait partie un peu de moi, la manière dont j'imaginais la série. On parle des artistes, on parle de plein de mouvements, et j'avais vraiment envie, enfin c'était le fil conducteur sans savoir où on allait aller, c'était vraiment de faire évoluer graphiquement la série du début à la fin, et aussi de pouvoir exploiter l'archive photographique de l'époque, et essayer de faire une tambouille entre guillemets de tous ces éléments et essayer de donner une couleur, travailler à la fois avec des techniques telles que la peinture sur verre, qui est quand même très cool, pour aussi ne pas oublier la matière. J'avais envie de garder aussi une facture qui soit entre guillemets pas trop datée, si datée, mais pas trop moderne en fait, donc en gardant quand même l'animation traditionnelle, des choses faites à la plume, enfin voilà, et essayer de garder cette première texture. C'est pas évident d'en parler comme ça parce que c'est foisonnant, et ça va sur beaucoup de points du début à la fin. L'animation évolue tout du long. On a eu une grosse question au tout début autour des artistes, ou comment les représenter, comment faire... Désolée, à chaque fois ça va dans plein de directions. Mais c'est vraiment intéressant ça, parce que c'est une des grandes questions toujours quand on parle de l'art, c'est quel style on emploie pour parler de l'art, que ça soit... dans l'écriture, évidemment encore plus quand on est dans la représentation, et c'est une question récurrente et un débat très long sur est-ce qu'on peut faire à la manière de, qu'est-ce que ça veut dire de faire à la manière de quand on parle de modernité, etc. Donc, et là, c'était certainement un des grands pièges de l'art moderne, et il est très très bien évité, je trouve, parce que c'est... On n'est jamais dans cette œuvre-là dans l'imitation, mais toujours dans l'hommage, dans le clin d'œil, dans toute une espèce d'accompagnement du discours autour de l'art moderne. Et ça, c'est très, très réussi. Oui, en fait, si je peux rajouter quelque chose, je pense que ce qui avait séduit Judith dans ton film, Kiki, c'était la liberté de style que tu avais dans le film. C'est-à-dire qu'on passait du crayon à papier à des choses beaucoup plus élaborées, à de l'encre, à de la peinture sur verre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en faisant les aventures de l'art moderne, on ne s'est pas du tout laissé intimider par les artistes dont on parlait. C'est-à-dire qu'Amélie, avec la même liberté que dans Kiki de Montparnasse,
Voilà, on s'est pas dit ah là on va parler de Picasso, grand peintre, attention, il faut faire. Si, moi je me suis quand même posé la question. Oh, allez. Oh, ça va. C'est un peu. Non, mais je veux dire dans le ton, il y avait une liberté de ton dans la façon de traiter ces artistes. Oui, et puis on se posait surtout la question de l'incarnation, comment leur donner vie, et justement il y avait tout ce dosage à trouver entre montrer les œuvres, essayer de moi essayer de réfléchir à ce que je voulais dire et trouver un langage qui puisse répondre à tel ou tel artiste. C'est pas valable pour tout, mais voilà, il y avait des grandes lignes comme ça tirées tout du long entre des séquences beaucoup plus narratives et de mise en scène, des choses qui sont de l'ordre de l'évocation ou comment. Oui, voilà. Bon. Donc c'est là où certainement les deux projets œuvres se rejoignent, c'est que je pense que il y a un transmédia dans les deux en fait, c'est-à-dire que là il n'y a pas du tout le transmédia comme on l'entend chez les diffuseurs actuellement, c'est-à-dire une espèce de 360 ou sur l'ensemble des écrans et on doit retrouver quelque chose qui raconte une partie de l'histoire, une complémentarité. Dans les aventuriers, on a vraiment un transmédia interne en fait, c'est-à-dire que vous avez mélangé plein de façons de dire les choses, plein de façons de les montrer et chez les pirates, parce que j'ai deux équipes en fait, j'ai l'équipe des pirates et l'équipe des aventuriers. Chez les pirates, le transmédia, c'est vraiment l'idée de parler à différents endroits, de différentes manières, pour faire œuvre globale. Je pense que c'est peut-être là qu'il y a un point commun, en tout cas, dans cette volonté d'avoir plusieurs facettes d'expression. Alors après, j'ai une question qui a été que vous avez trouvé con, vous, hein, c'est ça? Et j'ai plusieurs questions cons. Donc on peut peut-être aller vite là-dessus. Qu'est-ce que j'avais après? Vous aviez des réponses ou pas sur cette question, vous? C'était quoi les questions? Ah oui, c'est en quoi l'animation sert votre œuvre? Et, voilà. Ça, on l'a répondu. Voilà, on a déjà bien répondu. On est déjà bien sur cette question-là. On a déjà pas mal d'éléments de réponse. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Mais non, c'est pas. Non. Ah, j'avais fait un petit bout à bout d'animation, mais c'est un peu long. Ah, mais je l'ai. Mais voilà, c'était juste on pour regarde appuyer, du bout à bout. Ouais. Donc, si long. On pense que c'est trop long, on fait oh. Voilà, okay. vous levez les. Ouais, on y va. Ah oui, il faut parler pendant ce temps-là. Ah. Tu parles, tu nous expliques le bazar. Voilà. C'est muet en plus. Ouais. Là, on est sur quelle technique? Donc là, il s'agit de papier découpé. En fait, j'ai fait un petit montage des tout débuts, en fait, de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6. Sur le début, en 1900, j'avais vraiment envie de travailler sur une forme de fraîcheur, un peu naïve, un peu enfantine, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un passage en peinture sur verre. Et faire évoluer progressivement en fait l'animation. Là, c'est un plan où on s'est amusé à travailler l'archive filmée et l'animation. Voilà, des choses à la plume. Ça c'est sur l'alcool, un texte d'Apollinaire et comment raconter quelque chose, un texte qui était assez pédagogique entre guillemets et lui ramener de la fantaisie. En termes de photos découpées animées, ça a pris différentes formes et ça a vraiment évolué tout au long de l'animation de la série. Et voilà. Et donc on a à la fois des choses très ludiques et petit à petit on va tendre vers une forme de réalisme. Là, il s'agit d'une séquence de parade. Voilà, des choses aussi. Dans l'épisode 3, c'est la mort de Modigliani. Merci, Pauline. En peinture sur verre, si je ne m'abuse. Plutôt numérique. Mais, ouais.
Oui, ça aussi, en fait, j'aurais adoré que tout soit fait, enfin pas tout, mais les parties en peinture puissent être toutes faites en peinture sur verre, mais on avait des contraintes de temps, une petite équipe, donc on ne pouvait pas non plus tout faire. Donc il a fallu inventer des choses ou trouver une espèce de dynamique et des solutions, ouais. Par exemple, l'épisode 3, c'est l'épisode le plus économique sur la partie animation. C'est l'épisode, en fait, au tout départ, on pensait que les 2 premiers épisodes auraient besoin de plus d'animation que le reste de la série. Et en fait, il s'est très vite avéré que non, le ton faisait qu'on ne pouvait pas réduire le temps d'animation. Et l'épisode 3, c'était un épisode où les aventuriers financièrement n'étaient pas encore bouclés. Et on ne savait pas si on pourrait tout faire ou non. Donc on a aussi opté pour beaucoup de choses en posing sur cet épisode pour continuer à raconter, mais essayer d'être plus économique et rester aussi sur ces contraintes financières. Donc là, on arrive sur l'épisode 5. Et voilà, c'est ce que je disais par rapport à l'animation en marionnette qui évolue vraiment tout au long de la série. Et là, on avait il y avait un peu plus de budget. Donc c'était super. L'autre contrainte. Non, parce que la production, ça a duré combien de temps? Parce qu'il y avait 1 an et demi de préparation, mais après... Non, ça a été un petit peu trash. Vous avez 4 non, mois. En gros, ça a duré 2 ans en tout. Et moi, j'ai commencé à travailler l'animatique. Pauline est arrivée 1 mois après. Et en fait, on finissait un épisode, il était validé par la production et la chaîne. Et 2 semaines après, il partait en fabrication. Donc du coup, en fait... moi, je jonglais beaucoup entre l'écriture et le suivi de l'équipe 1 fois par semaine pour voir les plans. Donc, et à la fin, c'est devenu de plus en plus short, surtout les 2 derniers épisodes où je me suis retrouvée sur le dernier épisode où j'écrivais et je lançais le lendemain l'équipe sur les plans qui venaient juste de sortir et qui étaient tout frais. Donc, c'est à la fois intéressant, en même temps extrêmement frustrant parce qu'on arrive aussi à plus de recul sur le travail. On n'est plus que dans quelque chose qui doit sortir et c'est un petit peu ce que je regrette. Il y a un moment où on aurait envie de prendre du recul et avoir le temps de digérer ce qui a été écrit. Et, voilà. Mais très bon exercice. Éprouve. Merci le diffuseur, un peu. Hein? Merci le diffuseur. Merci le diffuseur. Ah oui, ça aussi, Pauline, je pense que tu peux... Ah, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'épisode 6, l'épisode le plus noir. Ouais, mais... C'est Sartre et Beauvoir. Sartre et Castor. Picasso, qui est furieux. Il est fou de rage. En effet. Voilà ce que je disais par rapport à l'évocation. Là, par exemple, la contrainte, c'est comme pour l'épisode 3, on se retrouve sur un épisode où on a énormément de morts. La mort de Soutine est assez trash. Et justement, j'avais besoin de trouver un autre mode pour raconter ce qu'il a pu vivre et du coup, la peinture était très importante pour ressentir la matière. Et pour moi, Soutine, c'est la matière et c'est ce qu'il fallait mettre en avant. Donc là, on est sur quelque chose de plus réaliste. Et c'est ça aussi, dans l'évolution, tout au long de la série, on passe, à partir de l'épisode 4, sur de l'engagement politique, beaucoup plus de maturité. Enfin, cette série, c'est comme un enfant, de l'enfance à l'âge adulte et une prise de conscience. Et par rapport à ça, on ne peut pas travailler de la même manière l'animation ou le sujet. Et ça pose des questions, jusqu'où on peut aller dans la fantaisie, à quel moment on respecte les choses,
pour moi, c'est toujours très dur d'en parler parce que c'est tellement un travail à tiroir où chaque épisode a sa couleur et pose une réflexion très différente sur l'époque, les personnages, l'évolution des personnages. Il y a aussi, je pensais à ça par rapport à l'animation ou l'imaginaire, c'est dans l'écriture de Dan, on a énormément de personnages, on a des morts. Donc, il y a aussi une part de transposition personnelle où on s'attache à eux, on essaie de trouver des portes pour les faire évoluer, et il faut les aimer très vite ou les détester très vite, mais en tout cas en faire quelque chose, et c'est assez fabuleux, et en même temps c'est extrêmement éprouvant d'essayer de trouver juste une petite porte pour les identifier ou les faire vivre, et donc voilà. Ça marche très bien en tout cas. Merci. Alors, l'équipe des pirates. Oui, c'est marrant, parce qu'on a une démarche un peu différente. Ce qui est beau dans votre projet, c'est que l'animation sert à suggérer le réel, et nous, quelque part, on montre dans notre travail ce qui n'existe pas. Et finalement, vous suggérez ce qui existe, et du coup, vous lui apportez une portée symbolique, et nous, on amène un monde imaginaire qui n'existe pas, et du coup, on le montre. Ouais. Donc c'est marrant, ces deux bouts qui se rejoignent. Finalement, l'animation, ça peut faire tout ça. Et c'est ce qui nous a attirés dans l'animation du début, c'est qu'on va pouvoir aller dans des endroits où personne n'est allé parce qu'il n'existe pas, développer des choses complètement imaginaires, des personnages géants. Et là-dessus, on peut débrider l'imagination, peut-être plus que si on travaillait en live, par exemple. Donc c'est ça qui nous a poussé vers l'animation aussi. Puis en plus, on peut vraiment insuffler de la vie à tous ces personnages qu'on crée, ces créatures. Ils deviennent vraiment vivants, ils bougent quoi, grâce à l'animation. Ça a quelque chose de magique, surtout la première fois qu'on anime un de ces personnages et qu'on le voit en train de vivre à l'écran. Finalement, ça devient une créature qui est un peu indépendante de son créateur. Ouais, et c'est là que ça se rejoint aussi. D'ailleurs, c'est assez intéressant vos rapports aux personnages et au fait de les animer, de leur donner âme comme ça. On est dans un rapport au vivant, à un existant, qu'il soit réel ou non, en fait. Alors maintenant, on va rentrer dans le truc, voilà, les contraintes qui guident la création. Oh. Bon, déjà, il y a le diffuseur quand même. Bon, alors quand même, celui-là, bon. Mais il y a plein de contraintes. Alors, je fais une petite liste en 200 points. On a des contraintes quoi? Ah oui, on va avoir un tableau. On a des contraintes financières, on a des contraintes techniques, bien sûr, de temps, des contraintes de sens. Et ma question, c'était surtout, lesquels vous servent et lesquels vous desservent. Parce que là, on a déjà eu des éléments de réponse sur les aventuriers, un petit peu sur ce qui dessert, quand tout d'un coup... Mais si, prends ton temps, prends du temps, un peu de recul, je te laisse jusqu'à demain matin. Et on va voir l'équipe des pirates d'abord, autour de ça. Alors, les pirates. Alors, du coup, on a déjà vu tout un tas de contraintes du début. Et bon, c'était des contraintes aussi qui nous ont été utiles parce qu'elles nous ont aussi forcé à synthétiser notre projet. Au début, on était sur une série, par exemple, de 3 minutes. Et c'était ni là ni là en termes de format. C'était trop long pour du gag. Ça n'avait pas le bon rythme. Et pour l'aventure, c'était trop court. Donc, on était quelque chose d'un peu au tiède. Donc, on a dû séparer. C'est là qu'on a scindé la série et la web-série parce que finalement, on préférait aller jusqu'au bout de l'aventure d'un côté et être beaucoup plus dans le gag de l'autre. Et on a commencé à essayer que chaque élément soit plus simple. Donc ça, c'est des contraintes productives. De même, comprendre aussi son public, sans non plus se dire les enfants c'est ça et sans aller dans des clichés, mais
se poser ces questions, discuter avec les producteurs, rencontrer des diffuseurs aussi, et voir chacun sa vision de l'animation. C'était intéressant, parce que nous, on était partis très librement, et finalement, notre problème, c'était de rendre un projet, on va dire, faisable, par rapport aux attentes des diffuseurs. Donc ça, c'était bien. Après, il y a le cœur du projet. Par exemple, à un moment, Pirate Millésime, c'est une série d'exploration. Donc à un moment, on nous a dit oui, mais du coup, à chaque fois, il faut faire de nouveaux décors, il faut créer de nouveaux personnages, et c'est une série coûteuse en création. Et là, oui. Non. Là, on ne peut pas. C'est qu'à un moment, le cœur du projet, c'est l'exploration, et on ne peut pas se trahir non plus complètement. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des stratégies, il faut mettre en place des stratégies pour intégrer la contrainte financière sans trahir le projet. Et là, Caroline intervient en tant que réalisateur. Elle m'a interdit plein de choses. J'ai pas le droit aux multitudes, non, les foules, non. mais elle va pouvoir en dire. Non, mais c'est sûr que ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour créer des éléments qui puissent se recombiner, notamment pour tout ce qui est les décors. Partir sur des... En même temps, c'est très intéressant d'un point de vue de la création, quoi. Comment créer des banques d'éléments, par exemple, qui peuvent, en se recombinant, créer des décors complètement différents. Mais comment ça se passe alors? Parce que moi, là, j'ai travaillé avec un producteur et une équipe d'auteurs sur une série où, du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait tous enfermés dans un appartement, les auteurs, réalisateurs, bordeurs. On les enfermait pendant une semaine. Après, on les relâchait. Après, on les renfermait. Et comme ça, ils ont fait toute la série. Et comme ça, à chaque fois qu'un auteur disait moi, il me faudrait des montagnes qui explosent avec des villes, avec tous les villageois qui sortent en hurlant, et machin, ça, le réalisateur dit oui, non, plutôt, il y aura un bonhomme qui a peur. Voilà. Et ils trouvaient des solutions ensemble, comme ça. Vous, voilà. Comment ça se passe? Ça se passe un peu de... C'est pareil, vous le faites en même temps, ou vous le faites... Il y en a une qui a plein de rêves, et l'autre après qui les détruit. Il y a un petit peu de ça, mais Claire m'envoie plein de pitch. Enfin, envoie plein de pitch, et elle me demande mon avis, et je lui dis, ça... On pourrait faire ça comme ça. Sur le storyboard, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur le pilote. Je lui ai fait... Regardez le storyboard dès le début, c'est pas mal. On a fait des allers-retours sur l'animatique assez vite. Mais c'est vrai que oui, je suis un peu obligée de venir dire attention, ça va être compliqué en termes d'animation. Nous, on n'est pas encore rentré en production, on est encore en développement. Mais déjà, vous allez dans l'autre sens aussi. Est-ce que toi, Caroline, tu vas dire oui, non, mais attends, toi, tu peux pas faire ça, mais en revanche, on pourrait aller vers ça? C'est-à-dire que c'est là où ça se fait la coécriture, en fait, en réalité. Je pense que c'est quand c'est pas seulement les impossibles, mais c'est aussi les possibles, cette espèce d'aller-retour entre les deux. Ça, c'est au storyboard. C'est vrai que ça aussi, on peut proposer d'autres alternatives, tout en les faisant quand même valider par le scénariste, parce que c'est avant tout... Enfin, il ne faut pas faire les choses dans le dos. Je pense que c'est vraiment un travail qui doit se faire en collaboration. Et c'est vrai que c'est bien, je sais pas dans quelle mesure c'est possible de faire ça, mais de faire le travail de storyboard beaucoup plus en collaboration avec les scénaristes, même de faire une repasse sur le scénario dans un deuxième temps, notamment au niveau de l'écriture des dialogues, pour se rendre compte, parce qu'on se rend compte forcément, soit il y en a trop, soit il en manque. Et une chose dont je me suis aperçue, par exemple, en regardant le pilote, c'est de se dire, oui, l'univers graphique de Caroline est très riche. Il y a des textures, il y a des matières, il y a des lumières, et qu'en fait, du coup, il faut que l'action soit simple. Ça veut dire que si je veux rester sur une image lisible, j'oublie, mais bon, ça en animation, je pense que des fois, c'est un bon principe, toute action d'arrière-plan. Enfin, ça, il faut oublier. Enfin, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est des choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure de sa vie de scénariste d'animation et qu'on intègre. Et pour le mieux, en fait, pour plus de clarté dans son propos, de fluidité. Enfin, donc ça faisait partie des contraintes. Et c'est ce principe de manque d'image dont Caroline parle. Si on a l'intention de faire du transmédia
Et donc d'avoir des équipes créatives qui communiquent d'un média à l'autre, c'est très important. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des coûts de création multipliés par autant de médias qu'on a. Ça veut dire que l'intérêt du transmédia, ce serait de mutualiser les efforts de différents acteurs. Ça veut dire que pour le jeu vidéo, on va pouvoir reprendre une partie de la création de l'animation, mais ça, pour que ça soit fonctionnel, ça doit être réfléchi en amont. Donc en fait, en plus d'être scénariste et réalisatrice, vous êtes aussi productrice en fait. Qu'est-ce qu'il fait votre producteur sur les process? Parce que là, c'est dans le moins intéressant. Enfin, au-delà effectivement de cette réflexion transmédia, vous êtes aussi dans la réflexion de la méthode et du process pour, on le voit, hein, parce que c'est clair que c'est toi qui as fait tous ces gros tableaux. Donc on est vraiment dans une réflexion sur comment on fait, en plus de qu'est-ce qu'on fait. Mais en même temps, on ne peut pas séparer ces questions de la création. Ça veut dire que c'est des... Je t'assure qu'il y en a qui séparent. Ça vient peut-être aussi du fait que de nos parcours, moi je viens beaucoup du film de commande où en gros on me donne un scénario, un budget et puis je fais quoi. Il faut faire dans des temps limités. Donc c'est vrai que c'est des questions que j'intègre dans ma réalisation depuis ce moment-là, pour ne pas dépasser une deadline, pour ne pas dépasser un budget. Et c'est quelque chose qui naturellement, auquel on a naturellement pensé quand on a travaillé sur le développement des pirates ou sur d'autres projets en fait. Et après, ça c'est pour la partie réalité budgétaire, c'était un petit stylo, c'est ce dont on parlait, dans les contraintes. Budgétaire. Et du coup, il y a aussi une autre contrainte, c'est la vraie vie, ce que font les gens dans la vraie vie. Ouais. C'est-à-dire quand on est dans du transmédia, on se dit ouais super, alors je vais faire un site internet là, mais il y aura aussi ce truc là, et je vais mettre des flashcards dans la rue, et on peut partir très loin en transmédia. Mais il y a un truc, c'est les usages des gens. Ça veut dire que, par exemple, notre projet initial de livre numérique pour les 6-8 ans a tourné court quand on s'est rendu compte, en étudiant bien la question, que les 6-8 ans ne lisaient pas en numérique. S'ils lisaient, ils lisaient plutôt en papier, et quand ils avaient la possibilité d'attraper la tablette, ils jouaient. Donc à partir du moment où on constate un usage, on peut essayer de dire, mon projet, c'est d'amener les enfants à la lecture numérique. Oui, sauf que là, notre projet, c'est Pirates Millésimes. C'est pas... Donc, à un moment, il a fallu comme ça s'adapter à des constats d'usage. Et du coup, à partir de là, comment on rebondit le mieux possible. Il y a aussi l'ergonomie. C'est qu'au début, on n'avait pas prévu cette synchro automatique de l'épisode avec le jeu. Il fallait que les enfants... Je rigole encore d'avoir pensé à ça. Les enfants prenaient la tablette et scannaient un flashcode sur l'écran de télévision. Donc très vite, ça fonctionne pas. Même en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'il me veut avec son flashcode sur l'écran de télé là Non, donc ça fait partie des usages qui marchent pas. Et c'est vrai qu'en transmédia, il y a eu beaucoup d'expériences et comme ça, on voit. Il y a beaucoup d'idées, de mythes qui tombent, comme le double écran. Genre, je vais montrer une série aux gens et en même temps, je vais leur donner du contenu additif sur la série qui sera synchronisé pour regarder les deux en même temps. Ça marche, mais vraiment sur les séries très chiantes. Du coup, des fois, je les soupçonne de faire exprès. Ou sur Top Chef, là, comme on se fait un petit peu chier, on est content d'avoir autre chose à faire en même temps. En réalité, quand les gens ont un double écran, par exemple, ils vont plutôt envoyer des SMS et faire complètement autre chose. Ou regarder une autre série. Voilà. Donc oui, il y a les usages qu'il faut intégrer dans les contraintes et du coup, oui, le comportement réel de chacun. Et si soi-même, on commence au fond de soi à trouver ça un peu compliqué et pénible, c'est que ça ne marchera pas avec l'audience. Oui, tu peux tourner les images. Je mets un poulpe. Comment ? Oui, je mets un poulpe, vas-y. Ouais, donc là, on voit l'évolution de notre projet initial, le livre numérique, qui est allé assez loin. La mise en couleur de Caroline, donc. Et du coup... en plus, ce livre numérique, on avait dans l'idée que sur chaque double page, donc on explorait c'était le carnet de bord de Teddy, après avoir été celui du Captain Small, où il décrivait toutes les créatures qu'il avait pu rencontrer au fur et à mesure des épisodes. Donc,
Oui, donc en fait, on avait imaginé que dans chaque double page, il y avait à la fois du contenu un peu interactif, mais surtout, il y avait un mini-jeu sur chaque double page, un moteur de jeu différent dans chaque double page du livre interactif. Donc, on peut remettre le schéma avant. Ça, c'était le mini-jeu initial, qui était en fait un vrai jeu où il fallait nourrir le kraken, mais l'eau montait. Et en fait, si on doit faire ça sur chaque page du livre, c'était pas possible. Donc du coup, tu peux encore tourner. On a simplifié, on a créé des jeux avec un seul moteur de jeu unique, qui était un principe de drag and drop simple, qui était ludique aussi bien, mais qui demandait un développement plus réduit, avec une idée de les créatures que je trouve, elles vont comme ça arriver sur ma carte au trésor au fur et à mesure, et chaque créature donnerait accès à une page et un jeu. Bon, chose qui a encore évolué. Ça, c'est une vidéo, non ? Ah non, elle dit pas. En fait, on est passé un moment dans cette idée de simplification à l'idée d'un jeu de gestion, mais qui s'est avéré... Là, on avait un producteur à ce moment-là. On était déjà avec Ron de Sacre Bleu, et en discutant, on s'est rendu compte que développer un jeu de gestion, là, c'était trop lourd par rapport à un budget d'une production d'animation. Donc c'est là qu'on est parti sur une idée de 1, on garde la carte au trésor. On peut toujours collectionner des créatures qui vont venir animer notre carte au trésor, qui va venir se compléter au fur et à mesure des épisodes que je regarde et du fur et à mesure de l'itinéraire des pirates. Et chaque lieu qui apparaît sur la carte au trésor donne accès à un niveau de jeu, qui est le niveau ou qui reprend les éléments graphiques de l'épisode. On prend le contrôle de la bouteille, sauf que dès que la bouteille rencontre un obstacle, le capitaine Small jure, et quand le capitaine Small jure, il réveille la sirène. Au bout de 3 jurons, qui sont du type limace abyssale, poulpe unijambiste, rien de répréhensible donc pour les enfants. La sirène se réveille et le niveau est perdu. Donc on est parti sur quelque chose de beaucoup plus simple, mais de ludique, qui permettait d'assurer... le but de cette partie transmédia, c'était de faire exister l'univers en dehors du temps d'un épisode. C'était qu'on puisse rester immergé comme ça. Donc c'était notre objectif. Du coup, on a fait évoluer le projet pour rester sur cet objectif. Mais on a toujours gardé l'idée du carnet de bord de Teddy, sauf qu'on s'est dit qu'on en ferait un livre papier cette fois, puisque c'est les usages 6-8 ans, et qu'on pourrait développer justement ces créatures au travers d'un livre. Là, on va pas avoir le temps d'en parler, mais effectivement, ça pose aussi c'est pour ça que je mettais dans les contraintes. Non seulement il y a les contraintes de temps de création, mais il y a aussi les contraintes de temps de parution, de la chronologie de tous ces médias, comment ça arrive, qui arrive en premier, qu'est-ce qui va faire la notoriété, en tout cas le premier rapport à un public. Voilà, ça aussi, ça serait une question assez intéressante sur votre projet, en tout cas. On va parler maintenant de vous, les aventuriers. Les aventuriers. Les aventuriers. Ah oui, bon. Donc, vous voulez que je mette un petit film vous voulez parler d'abord? Non, pas vraiment. Si. Ça sera sur la question des droits d'auteur. Ah oui, oui. Ah, la question des droits. Alors ça a été un peu le gros casse-tête. En fait, on avait évidemment des contraintes de temps énormes dont Amélie a parlé, mais on avait aussi des contraintes de production qui étaient que pour chaque épisode, on avait 20 minutes d'animation et donc à peu près 30 minutes d'archives, les deux étant très chers. L'animation, évidemment, en création et fabrication, mais l'archive en achat de droits étant très cher. Notamment quand il s'agissait des œuvres des peintres et des sculpteurs dont on parlait dans les épisodes. Donc, il s'agissait évidemment pour nous, on ne pouvait pas faire ces films sans montrer les tableaux de Matisse, de Picasso. Il avait évidemment envie d'un feu d'artifice d'œuvres d'art, mais sauf que voilà, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, non seulement ça coûte beaucoup d'argent, mais il y a aussi des contraintes qui sont d'ordre moral, c'est-à-dire que les ayants droit de tel ou tel artiste vont décider que, on peut montrer certaines œuvres, mais dans certaines conditions, on peut faire certaines choses, mais pas d'autres. Et donc, par exemple, je donne un exemple. Le cas qu'on va vous montrer, c'est le cubisme. En fait, l'épisode 2 est vraiment consacré au cubisme et à Braque et Picasso en particulier. Ouais. Et
Voilà, on se retrouvait avec un scénario où pendant 10 minutes on parlait du cubisme. On expliquait le cubisme. On expliquait le cubisme. Et nous, dans notre volonté, on ne voulait absolument pas faire du palette. Enfin, c'était pas du tout la couleur ni le ton donné à la série. Donc il a fallu trouver des solutions. Donc là, merci Judith Nora, parce qu'on est allé voir la Fondation Picasso à ce moment-là. Parce qu'en fait, Picasso, on pouvait le représenter, mais par exemple, on ne pouvait pas montrer le geste de l'artiste. Enfin, voilà, on avait le droit de le dessiner, mais il ne fallait pas qu'on fasse comme si on reproduisait son geste de peintre. Voilà, et du coup, dans l'écriture, il y avait quand même tout le process de création des Demoiselles d'Avignon, entre les esquisses et comment mettre en scène quelque chose où on parle d'un process. Et essayer en tout cas de lui donner, sans montrer le geste. Voilà, ça faisait un peu partie de nos contraintes. Plus. Après, on peut regarder l'extrait de ouais. Peut-être. On va vous montrer l'extrait alors. En novembre 1906, Picasso se met au travail. Les rares visiteurs admis dans l'atelier découvrent des esquisses montrant un marin dans un bordel. Peu à peu, le marin disparaît et le tableau se transforme. En 1911 à Céré, Braque et Picasso introduisent d'autres repères dans l'œuvre commune. Une lettre, un mot, un chiffre, une note de musique. Ces signes sont peints au pochoir puis au ripolin. Ils expriment une représentation mentale du sujet. C'est le portugais de Braque, l'homme au violon de Picasso. Un peu plus tard, Picasso réalise un premier collage en introduisant un fragment de toile cirée et une corde dans La nature morte à la chaise canée. Puis, les deux compagnons glissent des coupures de journaux et des fragments de papier peint dans leurs œuvres. Enfin, ils élaborent des sculptures en papier, fer et carton, des assemblages à partir de matériaux de récupération grossièrement agencés, puis peints, pour figurer un objet du quotidien ou une nature morte. La complicité des deux artistes est telle que ni Max, ni Fernande, ni personne ne sait qui a peint quoi. Pour compliquer l'affaire, les tableaux ne sont pas signés. Où est Braque? Où est Picasso? Voilà. C'était... Avant que tu parles plus en détail de la technique d'animation, par exemple, là, vous avez vu, dans tout l'épisode sur le cubisme, on montre des œuvres. On montre donc le portugais de Braque et l'homme au violon de Picasso, mais on a toujours pris soin de les montrer dans des décors. Ça faisait partie des partis pris de l'animation de la série, c'est de toujours essayer de rendre vivantes les œuvres et les histoires que l'on racontait. Oui, ce qui est quand même une des grandes difficultés avec les ayants droit de cette période-là, quand même, c'est que moi, enfin, pour avoir travaillé longtemps dans l'édition d'art et sur ces artistes-là, on n'a pas le droit de montrer des détails si on ne montre pas l'œuvre entière, on n'a pas le droit par exemple, de superposer des choses sur l'œuvre, etc. Alors, il se trouve qu'on a quand même été extrêmement chanceuse, c'est-à-dire qu'on a rencontré assez peu de problèmes avec les ayants droit. La Fondation Picasso a été d'un soutien extraordinaire. Même les Matisse. Matisse, finalement, a été assez cool. En gros, le seul truc par rapport à Matisse, c'était une archive qui oui, il y a eu une archive qui a posé mais... problème parce qu'ils avaient l'impression qu'on essayait de faire croire que c'était Matisse qui était filmé avec sa femme et sa fille en train d'embrasser sa fille. Enfin, délirait légèrement, mais voilà, de fait, ils ont dit oui, mais on pourrait croire que c'est vraiment Matisse qui est filmé, donc il ne faut pas, donc il faut changer l'archive. Mais sinon, ouais, ils ont raison. En même temps, Matisse, on en a très peu parlé.
Oui, c'est vrai. C'était pas notre personnage. C'était vraiment principal. Picasso, le personnage principal. Et donc voilà, je te laisse rebondir sur. Mais non, oui, ils ont été bienveillants, mais en même temps, il fallait comprendre toutes ces contraintes, les intégrer, et se dire bon, alors on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Comment retourner la situation pour ne pas devenir justement un exposé d'histoire de l'art, et comment on en fait une force pour raconter différemment en fait, et pour inventer, et garder quand même une part de mise en scène. Et moi, j'avais pas forcément envie de me retrouver à faire juste des décors où on pose le tableau pendant un quart d'heure, ça m'ennuie quoi. Donc voilà. Mais c'est pour ça que, par exemple, là, ce qu'on a vu avec les papiers découpés sur le cubisme et Braque et Picasso, c'est une manière de raconter à la fois ludique et pédagogique ce que c'était que l'invention du cubisme à l'époque, et le recours au papier découpé, comme Amélie l'a fait dans la fin de l'extrait qu'on a vu. C'est vraiment trouver des moyens à la fois inventifs, fantaisistes, pour que ça ne soit pas un exposé trop ennuyeux, trop sérieux. Enfin voilà, c'était... Et en même temps que ça soit tout à fait... Enfin, je veux dire, on a montré tous les épisodes à une historienne de l'art, elle a tout validé, tout est juste. Enfin, tout est... On pouvait avoir de la avec fantaisie. Du faux. Voilà. Mais si, moi, du coup, dans un peu les moments anxiogènes, c'est pour tous les artistes qu'on aborde, par exemple Dali dans l'épisode 4, où je fais juste de l'évocation. Mais par exemple, la moustache de Dali est copyright. Enfin, bon, il y a plein d'autres choses qui sont d'autres contraintes que celles de Picasso. J'étais obligée d'écrire et de faire une animatique. Ensuite, on envoie. Et ensuite, on attend de savoir s'ils nous disent « Ok, on est d'accord, vous pouvez le faire » ou « Non, on ne veut rien du tout, vous recommencez ». Et donc, c'était toujours un peu des moments angoissants quand on sent qu'on touche quelque chose et on ne sait pas si on pourra le réaliser ou non. Et donc, repartir au départ. C'était le cas sur tous les épisodes, mais surtout, parce que regarde sur Parade. Non, mais c'est vrai. Parade, c'était pareil. Ouais. En fait, à chaque fois, on devait trouver des solutions, ce qui nous demandait quand même pas mal de jus de cerveau, mettre sur le papier, dessiner, faire des animatiques, les envoyer aux fondations, aux ayants droit, et attendre leur feu vert. Si jamais il y avait des artistes ici, pensez-y pour plus tard, vos ayants droit, qui soient un peu plus cool. Un peu plus cool, ouais. Ça commence à bien faire. Hein. Mais c'est valable aussi pour la photo. Enfin... Pareil, on avait besoin quand même de les voir ou de les incarner, non pas que à travers le dessin, mais aussi voir des archives. Et plus on avance dans le temps, plus on se retrouve face à des photos copyright. Et donc, on avait des archivistes qui nous envoyaient des choses. Je demandais à ce qu'il y ait des mentions copyright. Mais bon, en gros, c'était du cas par cas. Donc, des fois, je me servais et on se rendait compte que, mais non, en fait, c'est une photographie de Man Ray. Oh, mon Dieu. C'est très cher, donc on ne peut pas. Non, c'est même pas ça. Elle est copyright, donc on ne pourra pas l'animer. Donc, on ne va pas pouvoir la sortir de son contexte. Et on a une directrice de prod qui est assez exceptionnelle et qui quand même a proposé ce genre de choses. Et au final, ils ont été très bienveillants. Ils ont accepté que j'anime une photo d'un artiste, enfin une photo de Man Ray, quoi. Donc des fois il y a des bonnes surprises. Donc ça c'était l'une des premières contraintes. On va avancer parce qu'on est en retard. Ah. Désolé. Question pirate. Question pirate. Alors ma question, c'était qu'attendez-vous en termes de sens d'un dispositif transmédia? Ah tiens. Sur Pirate, Millésime, quand on a travaillé, on est parti sur l'idée que là, c'est notre ancien schéma transmédia quand il y avait encore un livre numérique, mais que chaque aspect du transmédia devait développer une facette de l'univers. Donc la série L'Aventure, la web-série Le Gag, et le jeu qui portait sur une permanence de l'univers. On est parti sur comme ça des emboîtements, puisque
Pirate Millésime avait des tas de facettes et on voulait que chaque partie transmédia traite une facette, avec cette idée bien sûr que tout ça puisse fonctionner de manière autonome, que si on veut commencer, Pirate Millésime peut commencer à exister côté jeu ou côté série. Par contre, côté web-série, c'est vrai que le web-série a un côté bonus. Oui, ça aurait été un peu compliqué de commencer par la web-série. Oui. Ou alors on aurait pu commencer aussi par un livre. Oui, mais on peut le faire en même temps, mais ça c'est utopique parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, même par rapport aux besoins des diffuseurs, ça correspond pas. Aujourd'hui, on va pas lancer un projet massivement transmédia en le développant de tous les côtés, puisqu'on sait que ça marche pas. En fait, le transmédia, c'est une sorte de plan de développement d'un univers. Ça veut dire qu'on va passer à l'étape suivante si l'étape précédente fonctionne. On se rend compte que s'il n'y a pas de demande de l'audience de contenu, par exemple sur Harry Potter, d'ailleurs Harry Potter c'est du cross-média, vu qu'il raconte souvent la même histoire en jeu vidéo, etc. Contrairement, mettons, à Star Wars qui est du transmédia. Pourquoi un projet comme ça va se développer très fortement en transmédia? Parce qu'on a une audience qui est en manque de contenu, donc qui va aller les chercher sous ces différentes formes et qui en redemande. Ça ne sert à rien de développer du transmédia s'il n'y a pas une demande de l'audience non plus. Donc, nous, ce qu'on attend de transmédia, c'est d'avoir la potentialité, on va y arriver, pour la potentialité d'un univers cohérent qui peut se développer sur le temps. Quand on a commencé à travailler, on pensait que tout ça existerait d'un coup. Mais l'expérience nous a appris que non. Et qu'il faut maintenant, quand on est sur du transmédia, il faut travailler sur une temporalité des médias. Il faut commencer par un bout. Et ce qui nous intéresse, c'est de développer un univers narrativement cohérent et graphiquement cohérent. Voilà, et ça revient un peu à ce que tu disais en fin de question tout à l'heure, par quel bout commencer en fait. C'est sûr que ça c'est une question qu'on se pose encore. On a envie de commencer par la série évidemment parce que c'est celle qui nous permet de développer l'aventure, de mettre en place les personnages, mais on ne sait pas si c'est forcément le bout par lequel commencer. C'est une question qui se pose encore au niveau du développement. Question aventurier. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez je vous pose des questions d'abord? Oui. Parce qu'on est en retard en même temps. Donc je peux vous, oui. On avait le vol de la Joconde à regarder parce que j'avais une question. Elle est bien. Donc non, je vais quand même la poser. Elle est bien. C'est non, c'était sur le statut de la prise de vue réelle versus l'image animée. Comme effectivement on dit a priori la prise de vue réelle donne une vérité plus importante que l'animation. Or, beaucoup de vos archives ont un statut plutôt fictionnel que documentaire. Qu'impliquent ces choix pour vous? C'est bien. On regarde ou pas alors? Allez, on regarde un film. Et après on parle. Mais après on y va parce que c'est l'heure du goûter. Mais sinon, le petit extrait du vol de la Joconde. Allez. La bande se trouve acérée lorsque Picasso reçoit un appel téléphonique de Paris. À l'autre bout de la ligne, Guillaume Apollinaire bat le rappel des troupes. Il faut rentrer, et vite. L'histoire peut prêter à de graves conséquences. Tout vient du petit Parisien qui, le 21 août 1911, titre sur une affaire scandaleuse, le vol de la Joconde au Louvre. En quoi ça me concerne? Questionne Picasso. 1000 kilomètres plus au nord, Apollinaire répond. Le larcin est revendiqué par un escroc belge, un certain Géry Pierret, qui revendique également le vol de 3 statuettes ibériques. 2 d'entre elles se trouvent dans l'atelier de Picasso. Par quel hasard, s'exclame le peintre. 4 ans plus tôt, Géry Pierret a vendu à Picasso 2 des têtes ibériques. 50 francs le lot. À l'époque, le Louvre était une passoire. Sur le mode de la boutade, Picasso avait un jour lancé à Marie Laurencin « Je vais au Louvre, veux-tu que je te rapporte quelque chose ?»
l'écrivain Roland Dorgelès avait installé un buste d'un de ses amis sculpteurs dans la galerie des Antilles sans que personne ne démasque la supercherie. Et Apollinaire lui-même, quelques jours avant la disparition de la Joconde, écrivait dans l'Intransigeant « Le Louvre est plus mal gardé qu'un musée espagnol ». Qu'est-ce qu'on risque ? Demande Picasso avec un soupçon d'inquiétude. J'ai servi d'intermédiaire entre Géry Pierret et toi. On rentre, décide Picasso. On rentre immédiatement. Il a peur. Non, je laissais comme ça. Ah, voilà. Comme on est en retard, je me disais que ça suffisait peut-être de. Ça donnera envie à ceux qui n'ont pas vu. Non, c'était pour montrer. Je trouve que c'est assez révélateur cet extrait, c'est que de tout ce qui est de l'ordre de l'archive, quasiment, ça vient de films de fiction. Ça vient pas du tout d'images qui racontent le Louvre à l'époque. Ce sont des films de fiction de l'époque. Et surtout, avec l'histoire des demoiselles au téléphone, c'est vraiment de la pure invention. C'est-à-dire qu'on imagine, pour raconter cette histoire, que donc Apollinaire et Picasso sont au téléphone et que les demoiselles du téléphone écoutent leur conversation et se marrent d'entendre les déboires des deux artistes. Donc c'est vraiment là où on s'est vraiment amusé, et c'est pour répondre à votre question donc sur le choix des archives, c'est qu'on a utilisé autant que possible dans cette volonté d'insuffler de la fantaisie dans ces histoires, les films de fiction. Voilà, je pense que c'est assez parlant. Merci. J'avais encore une question pour vous. C'était par rapport justement à cette espèce de foisonnement, à toute cette écriture, ce montage et tout ça. On a à côté de ça, j'ai l'impression, une voix off. Comment elle s'appelle? C'est une actrice, c'est ça? Amira Kazar. Voilà, Amira Kazar, c'est ça. Je l'avais écrit en plus pour m'en souvenir. Et on est dans une voix documentaire, je trouve relativement classique. Mais enfin, c'est une question en fait. C'était quoi votre intention sur cette voix en termes de réalisation? D'abord, on a mis vachement de temps à la trouver et à se décider pour une voix de femme, ce qui est devenu une évidence assez tardive, mais une évidence quand même. Et en même temps, on vivait avec soit ta voix, soit celle de Valérie pendant... C'est exact. Voilà. Puisque au montage, parce que le texte changeait sans arrêt, évidemment, du coup, c'était le plus simple, c'était de faire la voix avec moi quand c'était moi et Valérie quand c'était Valérie. Donc c'était une voix de femme. Et puis il n'y avait que des femmes, enfin, mis à part Dan, quand même, qui n'est pas négligeable, mais il n'y avait que des femmes sur ce projet. Donc le choix d'une femme et d'Amira Kazar, parce que c'est une comédienne qui, à la fois, a incarné Dora Maar dans un film sur Picasso, donc qui est sensible à toute cette période, mais surtout, c'est une comédienne qui est évidemment connue, mais dont la voix ne fait pas écran. C'est-à-dire qu'on aurait pris Catherine Deneuve, je pense que... je suis sûre qu'elle aurait été ravie de faire la voix de notre série, mais je pense que sa voix aurait fait écran. Et là, il fallait une voix qui soit à la fois un peu transparente, c'est-à-dire qui ne vienne pas parasiter, parce qu'on aborde tellement il y a tellement de personnages qu'il ne fallait pas que la voix soit un personnage en plus, sinon je pense qu'on aurait complètement saturé. Et donc voilà, il fallait à la fois quelqu'un de suffisamment connu, une bonne comédienne, mais en même temps quelqu'un qui ne fasse pas écran. D'accord. Mais merci. Je ne sais pas en quoi elle est classique. Moi, je ne la trouve pas classique. Non, enfin classique. Déjà, c'est une pas classique. Non, ce que je veux dire, c'était qu'elle était assez documentaire. Elle était dans ce qu'on entendait. Enfin, elle était beaucoup moins marquée stylistiquement que l'ensemble des films, quoi. Mais et en même temps, moi, dans les premiers tests... Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui avez raison. Non, mais dans les premiers tests que tu avais fait avec Amira Kazar ou avec d'autres, tu avais cette interprétation, cette voix qui jouait. D'un seul coup, on sortait complètement de l'histoire. Enfin, je ne sais pas, ça s'annulait complètement. Quand on était plus dans une interprétation, on perdait complètement l'âme de... C'est-à-dire que le texte est quand même, effectivement, un des aspects des films. Le texte est très présent. Et pourtant, on a beaucoup travaillé à le simplifier aussi. Tout processus de création, comme vous dites, est aussi un processus de simplification et de rendre lisible. Donc, on a énormément simplifié le texte, mais il est quand même très présent et il est très écrit.
c'est un texte très littéraire, très très bien écrit, et donc c'était compliqué de trouver le ton juste, à la fois pour que ça ne soit pas, ça ne pouvait pas être un texte interprété, mais il fallait qu'il soit lu de manière à ce qu'on fasse voir ces histoires. Donc il fallait quand même une interprétation un tout petit peu en retrait. Je pense que c'est ça en fait que. C'est ça. Oui. Bon, merci. Alors après, il restait donc la question de trop. Donc comme son nom l'indique, on ne va pas la poser. Mais elle était vraiment pas très intéressante en plus. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Non. Voilà, c'est fini. Non, mais d'abord, c'est vous qui dites les questions de la salle. Non, mais d'abord, merci à tous les 5. Vous pouvez dire à toutes les 5, parce qu'elle l'emporte. Quand même. Et puis, effectivement, on a 5 minutes de questions à peu près, si vous voulez faire une petite pause après. Oui. Attendez, on enregistre. C'est une question par rapport aux aventuriers de l'art moderne. En fait, donc c'est une série documentaire ou c'est une série fictive qui s'inspire de choses réelles? J'ai pas trop suivi du coup, vu qu'il y avait des choses inventées et des choses reprises de films fictifs. C'est une série documentaire. Il est fictionné. Non, alors notre productrice nous fait des signes désespérés, elle n'est pas du tout d'accord. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pochette là, de DVD Arte? C'est un documentaire, c'est une série documentaire. Non, ils ont... Mais je veux dire, on peut suivre à toutes les informations qu'on va nous donner dans... Mais tout est vrai, oui. non, rien n'est inventé, tout est vrai. C'est-à-dire que... Voilà, c'est une série documentaire qui... Merci Judith. Qui utilise les codes de la fiction. Tout est vrai. Mais on s'est beaucoup amusé, voilà. Donc on a beaucoup inventé, mais tout est vrai. Tout a été validé par une historienne de l'art. Donc, le tampon fait foi. Donc même l'histoire de la Joconde et tout ça, c'est vrai. Hein. Après, les demoiselles du téléphone n'écoutaient peut-être pas la conversation. Quoique. Oui, tout à l'heure, j'ai été interpellé. Vous pouvez donner la définition entre le trans et le cross ? Oui, alors le cross-média, c'est un projet qui développe la même histoire sur différents médias, comme Harry Potter, où finalement le livre, c'est la même histoire que dans les films, même si elle est adaptée, c'est la même histoire que dans le jeu vidéo. Et le transmédia, c'est un univers qui est déployé avec différentes façons, enfin différents contenus, mais du même univers, sur différents domaines, enfin sur différents médiums, pardon. Comme tu avais un exemple Star Wars, c'est ça? Oui, c'est quand, par exemple, si on prend Star Wars, mettons, on va pas, une partie de la saga va être racontée en livre, mais c'est pas la même qu'on trouvera en film. On trouvera autre chose. En jeu vidéo, c'est encore une autre partie de l'univers qui est racontée. Le transmédia, c'est ça. C'est un développement de l'univers et pas une déclinaison des mêmes thématiques, en fait. Oui, alors c'est pour revenir aux demoiselles du téléphone. Je suis désolée, je suis traumatisée. Non, c'était pour savoir comment on scénarisait ça. C'est dans le scénario à la base, vous vous êtes dit, ça serait bien de traiter le vol de la Joconde sur un thème, sur un registre rigolo avec des demoiselles, ou vous êtes tombé sur cette archive et vous vous êtes dit, tiens, il y a l'idée. Alors déjà, juste pour revenir, on partait d'un texte, c'est-à-dire d'une voix off. Qui est celle qu'on entend, et à partir de ça, nous, on était libre de scénariser comme on voulait. Oui, il y avait le scénario effectivement de Dan, qui était l'adaptation de ces textes, et ensuite, nous, on pouvait d'une certaine manière rêver et délirer autour de ça. Et vous faisiez donc les recherches en fonction les recherches d'archives en fonction du texte qui était déjà écrit. Oui, en fait, c'est vrai qu'on s'est pas tellement attardé sur le processus de création, mais effectivement, c'était des films de commande d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on avait des scénarios qui étaient les scénarios des 6 épisodes, et donc à partir de ces textes-là, écrits par Dan, on faisait des recherches. Amélie, des recherches graphiques, des recherches de mise en scène ensemble, des recherches d'archives. On avait des documentaristes qui travaillaient pour nous.
à partir des textes. Et effectivement, à partir de là, on pouvait aussi broder énormément. Et on a coupé l'extrait parce qu'on était en retard, mais après, si vous regardez les films qui vont être diffusés, je crois, bientôt, ou que vous pouvez trouver en DVD, 30 €, lafnac.com, vous verrez que dans le texte, donc Dan écrit les deux poètes, donc les deux artistes imaginent 1000 solutions pour se débarrasser des statuettes, mais sans les détailler. Le texte s'arrête là. Et nous, on a imaginé les solutions. Donc ils les font fondre dans un four, ils les écrasent avec un pieu, et donc on s'est amusé à imaginer ce qu'ils avaient dans la tête. Donc c'est des libertés qu'on a prises, mais qui sont... Donc voilà, les Demoiselles du téléphone, c'est une archive que j'ai trouvée et qui m'a donné l'idée de... Souvent, ça allait aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on disait, ah oui, je vois cette archive, ça me fait rire. Tiens, et si elles écoutaient la conversation téléphonique, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Parfois, j'allais chercher des choses, et puis parfois, les idées venaient par les archives qui avaient déjà été rassemblées pour nous. Mais pas dans le but précis de cet épisode-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui. Ça va être la dernière question. Bon, il s'agit d'une série très bien. Pardon, je parle des Aventuriers. Il s'agit d'une série au-delà de la question de documentaire ou pas. Normalement, dans le processus de création, on utilise souvent des références, on cherche des autres histoires dans le même sens. Et je voudrais savoir de vous si vous avez s'appuyé ou trouvé des autres œuvres de cette façon de vulgarisation des histoires. La question n'est pas très claire, excusez-moi, vous dites... Pardonne-moi. La question est, est-ce que vous avez trouvé, recherché des histoires avec similarité dans le passé? Est-ce que vous avez s'appuyé dans des références? Ah, je pense que ça s'adresse à l'écriture, mais ça, c'est vraiment le travail en amont d'Anne Frank, si j'ai bien compris. Sur la forme, c'est sur la forme. Comment? Sur la grammaire visuelle? Non. Pas vraiment, en fait. De quoi donc? Est-ce qu'on s'est inspiré de formes déjà existantes par rapport à la grammaire visuelle de la série? Bah non, pas vraiment. En fait, on s'est amusé. Enfin, au départ, on... Pardon. De quoi? Oui, il y a mon court-métrage qui était Kiki quand même. Qui était déjà dans cette veine. Et très vite, en fait, quand on a commencé à parler autour des textes de Dan avec Pauline, on s'est dit au départ, ça va être une partie animation, ça va être ça, on peut raconter ça, comme ça, comme ça. Et dès qu'on est arrivé sur le banc de montage, très naturellement, tu as commencé à couper dedans et on s'est amusé vraiment à tricoter entre... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait que les choses seraient plus séparées, c'est-à-dire qu'il y aurait des parties en anime et des parties en archive. Et en fait, très très vite, en se mettant au travail, on s'est rendu compte que c'était intéressant, c'était tout mélanger et de faire se tenir la main les deux. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé ensemble. Donc, on n'avait pas spécialement de référence stylistique par rapport à cette grammaire visuelle dans notre travail. On l'a un peu trouvé ensemble, ouais. Quoi. Mais parce que ça faisait partie des contraintes. C'est les contraintes du projet qui nous ont amenés à cette trouvaille. Mais on n'avait pas vraiment de référence, non. Non. Bien. Nous nous arrêtons. Merci encore une fois.